Playoff 2019. Conférence Ouest. Eh oui, on passe à l'Ouest. On s'est fait déjà une petite vidéo avec un premier bilan sur la conférence Est. Vous pouvez aller la checker, c'est l'occasion de faire un petit point. 4 nuits de compétition ont été jouées. Hein, on a pu se faire plaisir. Exactement. Samedi soir, dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Et donc nous avons déjà 3 séries dans lesquelles 2 matchs ont été joués. Et une série qui n'a eu qu'un match qui aura son deuxième match cette nuit. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Exactement. Hein. Et donc ça nous permet de faire un petit point. Ouais, voilà, les petites conclusions un peu hâtives, les premières impressions, les tendances qui se dégagent. Les tendances qui se dégagent. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des braquettes qui sont déjà foutues aux chiottes ou tout à fait. Tout ça. Parce qu'il y en a qui n'auraient pas ouvert leur braguette carrément et pisser sur leur braquette. Hein, ce genre de blague qu'on aime beaucoup à partir de la mi-avril. On sait aussi que vous avez été nombreux à suivre avec nous le live de ce samedi soir. On a commenté de l'Est, mais ensuite le dimanche, on était 900 pour vivre un gros match entre Blazers et Thunder, ça c'était fort sympathique. Et donc du coup on reprend le même modèle que pour la conférence Est. On descend les séries. Les séries, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et puis après on prendra une satisfaction, une petite déception. Et n'hésitez pas évidemment à donner vos avis. On le rappelle juste, très important, les playoffs c'est des ajustements. Oui. De soir en soir, le principe de des scouting séries. en scouting. Exactement. Donc on a des Game 1 sur lesquels on fait des conclusions hâtives, il se passe des choses en Game 2. Je prends un exemple tout simple, première série, Warriors-Clippers. Game 1, a rien à dire. Steph, fabuleux. Domination Warriors, comme attendu un peu, c'est-à-dire des Clippers qui jouent comme ils ont l'habitude de jouer depuis le début de saison, mais en face, t'as des Warriors sérieux. T'as effectivement un Steph magnifique. Steph all-time, qui devient le joueur le plus prolifique à distance de l'histoire des playoffs, à peu près 12 fois moins de matchs que Ray Allen et Reggie Miller. Et LeBron d'ailleurs, qui est aussi pas loin dans le classement. 30 ans l'autre. Bien sûr. C'est un peu tendu, il va monter la barre très très haut, mais oui. Peut-être. Ça a fait le boulot, il y avait du Bogut, il y avait du KD, il y avait du Clay, il y avait du Draymond. Bref, Golden State a géré son Game 1. Il n'y avait pas grand chose à dire. Une petite fristouille entre Pat Beverley et KD, tu te dis, bon, voilà, ça se chamaille, mais normalement ça va dérouler. Et puis ça revient à l'oracle pour le Game 2. Et là, il y a sur les mêmes bases. Beaucoup de choses. Et oui, mais petite nuance quand même, au bout de quelques minutes, DeMarcus Cousins. Ah bien sûr. Ah non, mais bim bam, la cuisse. Ça c'est quand même une nouvelle hardcore. C'est une nouvelle hardcore. Ces playoffs sont finis. C'est ce que Tony a vécu, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin je suis rupture pas, du quad à peu près. Je suis pas médecin, mais c'est le même genre. Tout à fait, on est dans la même famille. Ça c'est violent quand même. Donc dès l'entame de match, mais quand t'es devant le match, c'est pas pour ça que tu te dis comment ils vont faire les Warriors. Tu te dis quel coup dur pour DeMarcus, et tu te dis bon. En attendant l'IRM, les mecs vont se démerder. Voyons voir comment ça gère côté Warriors. Et ça gère. Ça enchaîne. Bien sûr. Le match et tout, ça domine grave. Super Draymond. Super Draymond, comme au premier match d'ailleurs. Il était bon au premier match. Là, il est au top physiquement et vu le timing de la blessure de Marcus, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas plus mal. Et ça prend jusqu'à 31 points d'avance côté Warriors. Donc là, honnêtement. 31, tout ça, les chiffres qui portent bonheur du côté d'Oakland. Quand tu vois ces Warriors-là dominer comme ils dominent et prendre 31 points d'avance, à aucun moment tu peux imaginer ce que vont faire les Clippers derrière. Ce qui est tout simplement le plus gros comeback de l'histoire des playoffs. Magnifique comeback. Ah mais 31 points quoi. Alors après les Warriors tendent la joue. Ah oui bien sûr, de toute façon quand t'as des comebacks comme ça, t'as toujours une équipe magnifique qui fait un comeback et t'as une équipe en face qui a pas fait ce qu'il fallait. KD ça prend des fautes à la con, ça joue, ça s'en bat un peu les couilles. Puis Beverley sur lui, genre Beverley est un chien, Beverley est un chien de garde, c'est un pitbull. Il est relou, mais vas-y, il te rend 25 cm. Bon, c'est pas vrai, un KD défendu par Chris Paul il y a 4-5 ans là avec Thunder Clippers. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Depuis quand KD peut pas attaquer sur Patrick Beverley, avec tout le respect que j'ai pour Patrick Beverley, quoi. Soft comme il faut. Ah ouais. Et donc justement tu as un comeback qui est initié avec Patrick Beverley, avec Lou Williams, avec Montrezl Harrell, avec Landry Shamet, avec Shai Gilgeous-Alexander. Tout le monde s'y met, Jean-Michael Green, les Clippers de Doc Rivers, Doc Rivers dos au mur. Il est trop fort. Et les joueurs en ont parlé. Et les joueurs en ont parlé. À la mi-temps, le mec leur dit mais les gars, on est dedans. Ils sont magnifiques, ouais. Mais à la mi-temps, ils doivent avoir encore bien 25 points de retard, je pense. Et à la vingtaine, mais même dans les temps morts, Landry Shamet, il s'est exprimé après, il a fait mais le gars, on avait moins 30, il a fait allez. Action par action et on y retourne. Exactement. Et ce qui est impressionnant, c'est que Doc, magnifique, mais ce qui est impressionnant, c'est après ce qui se dégage de cette équipe des Clippers sur le terrain. C'est-à-dire que
c'est pas une surprise de voir le duo Montrezl-Lou Williams faire du taf de malade en sortie de banc. Bon, Lou Williams a été absolument exceptionnel sur ce match, magnifique. Et Montrezl 9 sur 9 au shoot. Et l'intensité que met Patrick Beverley, parce que on dit ok, KD arrive pas à le poster, c'est pas normal, arrive pas à le jouer, ok, c'est pas normal. Mais par contre, d'une manière globale, ce qu'amène Patrick Beverley. Ah non, mais il y a moins 20, il presse tout terrain. Mais c'est ça. C'est ouf. C'est ça. Et du coup, ça suit derrière les Shai Gilgeous. Le fan des Suns qui a envie d'un meneur comme ça depuis des siècles et des siècles, amène. Mais c'est même pas que j'ai envie d'un meneur comme ça. J'ai juste envie de joueurs comme ça qui se donnent comme ça. Bien sûr. Voilà, mais c'est un autre sujet. On parle de playoffs. On est sur les playoffs, on va pas parler des Suns. C'est pas pour tout de suite, ça, malheureusement. Mais du coup, c'est communicatif parce que quand tu vois ce que fait Shai Gilgeous, alors parfois les tirs rentrent pas comme il veut et tout, il a encore mais il lâche rien, il continue, il défend, il applique les consignes. Quand tu vois Landry Shamet, pas de Shamet, c'est Shamet. Il met le game winner, le pépère. Ah non, mais là, met le game winner. Non, mais Landry Shamet, il est rookie. Alors il a un beau bras, Oui, il a un beau bras, mais putain. Bon. Non, mais l'action, c'est Shai Gilgeous-Alexander, rookie, qui crée un décalage chez les Warriors, et qui lâche la balle à Shamet. Landry Shamet, rookie, qui fait ficelle. Game winner. Au départ, il y a Lou Will. Lou Will qui bouge et qui donne à Shai Gilgeous. Mais la lecture de jeu, les placements et tout, c'est superbe. Et la victoire est all-time. Et la victoire est all-time. Steve Ballmer. Ouais, c'est clair. C'est incroyable. Cette victoire est incroyable. Et elle est à l'image, quelque part, de la régulière des Clippers qui sont incroyables sur cette régulière. Ah oui, bien sûr. Tu vois, elle est à leur image. C'est-à-dire que ils ont des capacités pour défendre, on parle de Beverley et tout, mais c'est pas une si bonne équipe que ça défensivement parlant sur l'année. Par contre, c'est une équipe qui ne lâche rien offensivement, qui va chercher les lancers, qui est agressive, qui se bat au rebond. Enfin, elle est incroyable cette équipe. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a la séquence de Landry Shamet qui est invité sur The Jump par l'émission d'ESPN le lendemain. Il le fait. En fait, moi, je me fais transférer de Philly. Mon premier match, c'est à Boston. On est mené de 28 et on gagne. Et là, il a compris direct. Et en fait, il le sait que dans cette équipe, c'est des gros barges qui avaient envie déjà de fermer des bouches. Pas de Beverley, Montrezl, c'est des chiens de la casse. C'est pas une insulte contre eux, mais c'est juste que c'est des mecs qui ont tout approuvé parce qu'ils ont tout le temps été. Montrezl, il est transféré comme une astérisque dans le trade de Chris Paul. Ouais. Et aujourd'hui, il veut la mettre à tout le monde. Vous voulez Montrezl ? Prenez-le. Allez-y, essayez d'en faire un double-double. C'est ça. L'autre, il a mangé la raquette des Warriors. Hyper intéressant parce que du coup tu vas maintenant à Los Angeles pour 2 matchs. La hype est là du côté des Clippers, le Staples Center va exploser. Il va être plein, il va être craqué, il va être rouge et bleu. Il va être là, ça va être incroyable. Et côté Golden State, des ajustements directs parce que comme tu l'as dit en préambule, t'as pas des Marcus, t'as sécurité que tu t'étais récupéré un petit peu cet été avec un DeMarcus. Quand même, ce qui était all-time. Et puis qui commençait à être pas mal. Bien sûr, qui commençait à être bien, tu l'as plus. Donc là, il faut tout de suite que les cadres. Donc on a parlé de Draymond, c'est bien, mais KD, on arrête les conneries. KD joue sur la pointe des pieds là. Il est un peu blessé ou pas ? Non, KD il est relou. Ouais. KD il est relou, il est blessé de quoi ? Je sais pas, parce que tu sais, en fin de saison, il y avait des trucs comme quoi il avait un petit truc et tout. Tout à fait, mais après il est revenu, il a mis quelques chiquettes offensives. Clay, on veut bien. Clay, il faut aussi, tout à fait. On veut bien un petit step-up. Et le banc, il va falloir apporter, parce que là tu perds Boogie, et donc Kevin Looney, il va falloir faire le boulot, il a été capable et tout, mais bon, ça y est, je suis assez d'accord avec, je sais plus qui disait ça, je crois pareil sur les ESPN, je trouve que les playoffs sont devenus beaucoup plus intéressants là. Tout de suite, bien sûr. C'est beaucoup plus intéressant. Et c'est pas contre des Marcus. T'es pas en train de te dire que les Clippers vont défoncer les Warriors, mais tu te dis, tiens, déjà il y a un petit caillou dans la chaussure. Déjà il y a un premier caillou dans la chaussure. Et tu dois te taper peut-être tes Rockets en demi-finale, c'est déjà relou. Donc magnifique victoire des Clippers. Magnifique. Ce qui nous apprend aussi, puisqu'on en parlait pendant la conférence Est, à ne pas faire de conclusion hâtive après un Game 1. Non. Alors si ça se trouve, on va pas changer notre pronostic. Enfin si, on va le changer. Il a changé de lui-même en fait. Je te cache pas que moi j'avais mis 4-0. Je crois qu'on a mis le pronostic a changé. Mais ça ne va pas changer le pronostic final de la série. Tu t'attends à ce que Golden State aille en demi, évidemment. Si les Clippers nous upset les Warriors, attention, ça va même plus être un changement de pronostic. Ça va être un blow 31 points. Ça va être, voilà, c'est ça. Ça va être l'actu de l'été limite. Attention. Non, attention. Donc non, on n'en est pas du tout là. Mais rien que le fait que les Clippers aient été capables de nous proposer ce qu'ils nous ont proposé dans la nuit de lundi à mardi, c'est incroyable et c'est tellement à l'image de leur saison. Je veux dire, devant le match, fan des Clippers ou pas, t'étais là, tu faisais
putain, mais quel kiff cette équipe. T'es là, tu fais, mais quel kiff cette équipe. Tu les vois se battre et tout. Les mecs à moins 18, ça serre le poing. Steve Kerr, il demande temps mort, ça se tape dans les mains sur le banc et tout. C'est genre en mode, ils sont encore à moins 18. Bolos, tu sais, il y a moins 18, c'est quoi ce bordel? Putain, et c'était impossible de prévoir que cette équipe allait dans le cœur des fans des Clippers prendre une place aussi importante. Enfin, je veux dire, moi maintenant, j'ai limite zappé Blake Griffin, DeAndre Jordan et Chris Paul, quoi. Bah, c'est pas limite, hein. C'est là, en termes de kiff, le kiffomètre, il a explosé. Les mecs, ils sont là, genre, on les conserve tous, on y va. Et puis, autre point intéressant que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux aussi, et avec lequel je suis complètement d'accord, c'est, bah putain, ce que t'es en train de montrer là, t'es agent libre là, gros agent libre, je cite pas de nom exprès, on n'est pas là pour ça pour l'instant, Kawhi Leonard, mais bah tu te dis, bah putain, moi je jouerais bien là-dedans, moi. Je veux bien des couteaux là, les mecs ils viennent et quand c'est la merde, ils se défoncent. Parce que si ton ailier, c'est Kawhi Leonard, c'est pas Danilo Gallinari, avec les chiens qu'il y a autour, les jeunes rookies, machin, Montrezarel qui fait tout le sale boulot, un Ivica Zubac à développer et tout. Il faut. En tout cas. De toute façon, il faudra voir parce que Pat Beverley aussi est genre. Bien sûr, mais Pat Beverley, vu l'ambiance, ça se trouve, les mecs vont aller voir, tu re-signes, Pat. L'autre, il va faire, bah, grave, je suis là. Si ça se trouve. Non, parce que Balmer, il va aller faire l'échec. Hein. Oui, mais. Et Balmer, s'il faut foutre de la luxury tax, il va la mettre. Enfin, tu vois ce que c'est. L'argent ne sera pas un problème. Non, bien sûr, mais oui, après, ça se trouve, il y a une équipe qui va mettre 15 millions. Vu comment millions. Ils sont comme sur Shai Gilgeous, ça m'étonnerait pas. Et puis, ça se trouve, il y a une équipe qui va mettre 45 millions sur 3 ans à Pat Beverley. Et Pat Bev va faire, attendez les gars, je vous adore, je vais aller prendre le fric aussi. Tu vois, genre, attends, hein, les Knicks, pardon, ou les Suns. Moi, limite, les Suns feraient ça, je serais trop content en vrai. Mais bon, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est. Ils sont en train de se donner une exposition. Ils sont à Los Angeles. On va avoir un Staples Center en rouge et bleu qui va rugir de ouf pour les Clippers face aux Warriors. Non, le coup de com' est génial. Pour eux, c'est top. Magnifique. Donc ça, c'est la série 1-8. Nous, après, on va enchaîner évidemment sur 2 sets. Donc ça, c'est Denver-San Antonio. Ouf. C'est pas la même ambiance, mais ça peut être une putain de série. Ça joue aussi extrêmement bien. On avait parlé en preview. Moi, c'est la série que j'attends le plus parce qu'il y a vraiment de la bataille dans tous les sens. Ah bah là, on a eu un game 1. Là, tu voulais de l'ajustement. Bien sûr. Là, t'as eu de l'ajustement. On a du coach de ouf. Hein. Ça fait partie des meilleurs coachs. On a d'abord un game 1 qui est géré par les Spurs, vraiment à la Popovich. Tu vois le mec qui se ramène. Ouais. Vraiment, ça a été tellement géré en fait parce que tu vois que les joueurs chacun connaissent leur rôle. Derrick White a fait le boulot. Le Money Time n'a fait peur à personne. Non, et la victoire est vraiment hyper impressionnante. Ils se sont fait outplay même les oui, non, mais je veux dire vraiment rien à dire. Ils sont outcoach, mais après sur le parquet, évidemment, les mecs ont juste tous trouvé leur boulot. Propre, plein de rebonds, des passes d'ess, genre extrêmement bon match des Spurs. Bien sûr, et sur le game 2 en soi, tu te dis c'est reparti pour. Ouais, mais c'est les 3/4 du match sont Spurs. Ah bah si t'as pas le coup de chaud de Jamal Murray, attention. Hein. Il y a quasiment plus 20 dans le troisième quart. Il y a plus 19 dans le troisième quart-temps. Mais je sais pas comment dire, les Nuggets m'ont fait peur en première mi-temps. Et après je les ai trouvés comment dire, j'ai trouvé qu'ils ont pas lâché aussi. Non, ils ont montré qu'ils avaient du mental. Voilà, c'est ça. Ils ont montré sur le game 2 qu'ils avaient du mental, mais attention les mais copains. sans le coup de chaud de Jamal Murray, mental ou pas, ils sont à 0-2 je pense. Par contre c'est aussi ça les Nuggets cette année, c'est que Jokic fait un meilleur match aussi, j'ai trouvé le game 2 quand même. C'était dur de faire moins bien pour Jokic aussi. Mais voilà, ils ont ça, ils ont ce genre d'armes. Non, bien sûr, Beasley a fait le boulot, Murray aussi, Gary Harris a été super, Millsap. Il faut qu'ils fassent attention parce que là, à San Antonio, t'as réussi ton boulot. Hein. Tu repars de Denver, t'as égalité. Denver, depuis 2012, ils n'ont pas gagné à San Antonio. Je voyais ça sur Denver Nuggets France là, qui nous disait ça. Non, bien sûr. Depuis 2012 quand même. Hein. S'il y a un moment où il faut le faire, c'est maintenant, les gars. C'est une des séries les plus violentes tout à fait à l'ouest. Hein. Je veux dire, San Antonio a souvent eu l'avantage sur Denver là-dessus. Ce qui va être intéressant, c'est des deux côtés. Voir comment Denver se ramène dans une maison hostile, parce qu'on sait que le AT&T Center, ça peut être un bon chaudron. Et côté Spurs aussi, là, il y a une vraie opportunité. Je veux dire, tu peux rentrer à Denver à 3-1. Oui, ne pas te chier. Tu peux, et le plan de jeu, tu le connais. Et imaginez Denver en gagner un des deux à San Antonio, et pas du tout impossible. Ou les deux. Pas du tout impossible. Ou les deux. C'est ce qui rend la série hyper intrigante. Je trouve que dans cette série, bizarrement, on l'avait dit dans les previews, moi je trouve les deux équipes peuvent gagner extérieur, les Spurs viennent de le prouver. Est-ce que les Nuggets sont capables de répondre, tu vois, genre dès le game 3 ou le game 4 pour rentrer au moins à 2-2 à la maison pour le game 5? Bien sûr, de toute façon, toi t'as mis 4-3. Moi j'ai mis 4-3, voilà. Toi t'as mis 4-2. Moi j'ai mis 4-2 Nuggets. Enfin, voilà, clairement on était sur une série qu'on imaginait, les deux premiers matchs représentent bien ce qu'on imaginait potentiellement de cette série. Regardez clairement, regardez comment ça joue parce que des deux côtés du terrain c'est trop bien. C'est vrai. Il n'y a pas de giga superstar, je veux dire, il y a Jokic, DeRozan, il y a des stars, Aldridge, mais il y a vraiment des stars, du pur jeu. Mais oui.
Tout à fait. Il y a des gros collectifs. S'il y a des temps morts qui sont pris au meilleur moment, enfin vraiment c'est marrant parce que c'est bizarrement une série où là tu le vois sur les 4 premiers soirs, les 2 stars sont Malone et Pop. Certes, Popovic fait sa performance, Jokic fait sa performance et Murray a fait son comeback et DeRozan il se regarde. Malone il est là, attends. Mais Popovic, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il met du Millsap en pivot. Attends, je vais te remettre Jacob Plotel. Ouais. Et ainsi de suite, tu vois. C'est quoi la déclat là, j'ai vu de Malone qui était incroyable, je crois le jour du game 2 là hier où il fait non mais de toute façon voilà, le game 1 on a été un petit peu bousculé. Il faut dire que eux en sortie de banc ils ont Patty Mills, Marco Bellini et Rudy Gay, des joueurs expérimentés, et nous on avait des joueurs qui étaient en G-League l'année dernière. Crois-moi qu'à mon avis il y a eu une gueulante au vestiaire pour sortir ça, parce qu'il y a des mecs qui ont dû faire genre ok bon je crois que ça veut dire que en fait on devrait peut-être faire le boulot. Quand tu fais ça publiquement c'est que tu sais comment avancer sur l'échiquier, et que Malone tienne pour le moment le regard avec Pop évidemment au bout de 2 matchs sur l'échiquier, c'est génial, ça peut aller hyper loin. Ouais, ça peut vraiment t'intéresser. Limite j'ai envie que ton pronostic passe parce que j'en veux bien 7. Moi aussi j'en veux bien 7 de ça. J'en veux bien 7 à fond. Courage à ces 2 franchises et surtout aux fanbase. On va à San Antonio. Ensuite le 3-6. Il y a un petit pronostic qui est parti en poussière aussi là chez moi encore là. Je crois que moi j'ai mis 4-2. Je crois que j'ai dit 4-1. J'ai dit 4-2 pour donc là, je crois. Comme d'habitude, hein, comme très Blazers souvent, Thunder, comme très souvent chez moi et un peu chez toi mais un peu moins que chez moi, je dirais. J'ai surestimé le Thunder, tranquille au calme. Je l'ai surestimé. Faut le dire. Et c'est marrant parce que devant l'écran, on a vu les 2 matchs. On a vu le Blazers Thunder, le Game 1, on l'a vu ensemble avec 900 copains et tout. Le Game 2, là, je l'ai maté. Fait plaisir de voir les Blazers capables de faire ça déjà, faut le dire. Ça joue bien. Lillard est incroyable. Lillard est incroyable. Là sur les 2 premiers matchs. Damien. Et franchement, je l'ai rarement vu défendre comme ça. C'est-à-dire qu'il prend vraiment il a fait déjà des séquences en full court sur Russell Westbrook, c'est génial. Ouais. C'est personnel là. C'est personnel. C'est très très personnel. Là c'est tout à fait personnel. McCollum très très bien. Oui. McCollum. Bien sûr. Très très bien. Et même qui se donne en défense. Et même qui se donne en défense. Il se donne un peu. Bon, ça reste faiblard. Je préfère ce que fait Lillard, mais donc ça c'est pour le côté Blazers. En plus ils ont eu la chance entre guillemets, enfin l'opportunité entre guillemets de profiter d'un énorme Enes Kanter sur le Game 1. Main gauche. Ah non mais Kanter incroyable. Bougez pas, mon stage bro là je m'en occupe et tout. L'autre putain, superbe. Le Game 1 qu'il fait. Parce que le Game 1, Lillard est vraiment bon mais il shoot assez mal. Il démarre très fort et après il envoie de la bricasse. Il finit très bien. Il finit très bien. McCollum prend le relais et puis après Lillard. Ça se curie aussi. Il y a ce shoot à +1. Mais Westbrook il défend à... Oui mais enfin attends. Parce qu'on va parler du Thunder. Mais bien sûr on arrive sur le Thunder. Mais Lillard il prend des énormes. D'accord mais il faut à ce moment-là à +1 en fin de match, même si le défenseur a les pieds sur la ligne de 3 points et qui devrait être plus près de Lillard, l'autre à 9 mètres, il hésite pas une seconde, bam, ficelle. Oui, mais qui est étonné? Non, mais. Je veux dire, quand Lillard a pris le shoot, on s'est levé, on a fait genre il peut. C'est Lillard, pas une histoire d'être étonné, c'est une histoire que, voilà, Damian Lillard, MVP caliber, l'autre il arrive, il est à 9 mètres, il te met un shoot énorme. Voilà, c'est quand même. Même si c'est, on peut le dire, pas mal étonné. Défendu de la part de Westbrook et qu'on n'est pas étonné, ça reste magnifique. Ah, bien sûr. Ça reste magnifique. Et son Game 2 à Lillard, moi j'ai vraiment trouvé. Lillard a été hyper complet parce qu'il y a eu vraiment des séquences en plus, tout à fait dans le 3e quart notamment. Si vous pouvez vous le refaire en replay, il y a le 3e quart où il y a un petit peu de tout. Il y a de la défense sur Westbrook où il le prend personnellement, où il fait d'interception, il prend des pull-ups pareils de 10 mètres. Il y a de la distribution. Il y a un peu de freestyle aussi, ça s'est embrouillé un petit peu avec Westbrook donc. Il y a l'écran qui se prend d'Adams. Bien sûr. Non mais attends, l'écran. Ah oui, bien sûr. Après, là-dessus, j'ai vu des déclats d'Adams qui dit ok, c'est vrai que c'est très physique comme play. Je suis totalement d'accord avec ces déclats. Mais c'est pas du tout un play illégal et il dit c'est assez big à lui de le prévenir. Bien sûr. Il a raison. Bah oui. Et Adam, c'est ce qu'il dit. Il dit moi, si on fait ça à un de mes gars, attention, ça va mal, ça finit mal derrière. Évidemment. Il dit moi, je repose un screen à tous les gars derrière jusqu'à temps que j'en chope un, tu vois. Sachant qu'au Game 1, il avait posé. Tout à fait. Au Game 1, je crois que c'est Rodney Hood. En garde du corps, Adam, c'est pas mal, je trouve. Je crois que c'est Rodney Hood sur le Game 1 qui se prend un tampon pareil à un moment, un écran inattendu. Et les mecs de Denver, de Portland. Zach Collins, Myers Leonard, Mo Clay. Enes et tout, parlez les gars, parce qu'il y en a un qui va finir avec la colonne vertébrale en Y. Mais ouais, parce que là, c'est un mur, Steven Adams, c'est un mur. En tout cas, Portland, c'est magnifique. Et alors, côté Thunder. Ouais, par contre, là. Fait chier. Enfin, vraiment, c'est relou. Genre, ok, certes, là, on va la Chesapeake. Ça va rejouer très bien. Mais sur les 2 premiers matchs. On n'y est pas encore. Enfin, on n'y est pas, je veux dire. Déjà... Je dis juste, Alex, que là, retour à la Chesapeake. On vient de parler d'autres séries. Il y a des séries où on a déjà vu des 2-0 où après ça se retourne quand tu vas à la maison.
Donc on va voir ce que ça donne, mais normalement l'ambiance va être là, ils vont faire le boulot, mais c'est juste que là, dans le jeu, le Thunder là, c'est putain, ne tendez pas les joues encore pour qu'on vous mette des gifles, quoi les mecs. Beaucoup de points décevants, des points qui ne sont pas si surprenants que ça et d'autres un peu plus. Les leaders déjà. Les leaders, bof. Déjà Westbrook dans l'approche. Son Game 1 me va encore. Son Game 2, par contre, ça ne va pas du tout. Son Game 1 me va encore à Westbrook. Il taffe, il est là, il est dans le défi. Il est pas en presse sur Lillard, qui lui met un gros shoot sur la gueule. Ouais, bon, il y a ce shoot-là, mais dans la globalité de son Game 1, j'ai des reproches évidemment à lui faire, mais par contre, son Game 2, après, là, pour le coup, je kiffe pas. Je kiffe pas du tout son Game 2. C'est vraiment pas du tout un Game 2 de ce qu'on peut attendre d'un joueur d'un tel calibre, surtout après avoir perdu au Game 1, quoi. Après avoir perdu au Game 1 et après avoir, je me permets juste parce que ça c'est un truc, on le sait, c'est Westbrook, il est relou, etc. Mais l'autre conférence de presse, il a nexté toutes les questions. Après le Game 1 ? Après le Game 1. Genre, ok, je veux bien, c'est relou, tu viens de perdre, etc. Mais pour qui là, par contre, après le Game 2, il a dit, genre, je prends la responsabilité. Il a fait l'inverse. Voilà, là, il a fait l'inverse. Bien sûr. Il a dit, je prends la responsabilité sur moi. Si et tu tout, dis machin, si tu dis aux journalistes, vas-y, je réponds pas à tes questions, ramène-toi vénère au Game 2. Et là, à ce moment-là, tu dis, ok, y a pas de question. Mais là, derrière, tu nous fais une bouse pareille. C'est naze. Et après, il y a Paul George. Donc, Paul George, visiblement pas à 100%, légèrement blessé à l'épaule, qui rentre aucun tir quasiment dans le Game 1. C'était un peu mieux dans le Game 2. C'est ric-rac. Hein. Et surtout, là, je trouve que. Ok, si, là. Là, outcoach de ouf. Mais c'est vraiment l'intensité défensive d'OKC sur le Game 2, les gars. Parce qu'on parle du shoot de Lillard où Westbrook doit pas le laisser shooter au Game 1, ok. Je trouve que KC a été à moins 17 ou moins 18, un truc comme ça dans le Game 1. Hein, ça est monté l'écart. Bien sûr. Et ils ont réussi à durcir le jeu et à revenir dans le match. Ok. Schroeder a fait le boulot. Schroeder a fait le taf. Jeremy Grant a fait le taf aussi défensivement et tout. Avec des très belles aides, beaucoup de présence au rebond, au contre et tout. Par contre, dans le Game 2, les gars, vous avez perdu le Game 1. Elle est où l'intensité ? Non, ils attendent trop le retour à la maison. Oui, Portland joue bien. Oui, Lillard et McCollum sont hyper chauds à jouer, sont des créateurs incroyables, des shooters incroyables, des scoreurs très compliqués à maîtriser. Ok, d'accord, mais donc c'est quoi l'idée alors ? Donc on met pas l'intensité, quoi. Non. Ok, si qu'il n'y est pas au niveau intensité. C'est là que les cadres me font chier. Ok, si qu'il n'y est pas en termes de jeu collectif et qui prend des shoots de merde, je peux pas dire que je sois tellement surpris vraiment, mais je pensais quand même qu'avec plus d'intensité, une défense dure et mettre du physique, ils allaient quand même beaucoup plus gêner Portland que ça. Et là, sur les deux matchs, dans l'ensemble, ça n'a pas été suffisamment le cas, quoi. Et même les batailles de front courte, on avait dit Nurkic n'est pas là. Bon, bah c'est à OKC, open bar de faire plaisir. leur met la sauce au premier. Bien sûr, et sur le deuxième, Zach Collins et Myers Leonard font le taf. Ouais, genre là, d'accord. Les cadres d'OKC, les mecs, regardez-vous dans un miroir. Genre Steven Adams, je l'aime bien, on l'adore, papouille, des gros écrans avec des murs, etc. Non, je suis d'accord. On aime bien, mais. Domine, mec, domine. Genre, il y a un moment aussi, on va regarder Steven Adams et on va faire genre, car en fait là, t'es en train un peu de te faire. Genre Steven Adams qui se fait vraiment jouer physiquement par les intérieurs de Portland. Non, c'est pas Westbrook qui se fait. C'était pas prévu. Westbrook qui part un autre All-Star en train de se prendre la sauce là. Ouais. Et Paul George qui est ric-rac pendant que McCollum fait le boulot. Il y a un truc personnel de la part de Portland. Trop content évidemment, c'est pas contre OKC, mais trop content que le Moda Center soit en feu total après la pression qu'ils avaient. Et puis surtout, mais là, quand tu vois les deux premiers matchs, tu vois bien, t'as l'impression que OKC ils ont rien à prouver, alors qu'eux aussi les mecs ils ont oublié ou quoi, qu'ils se sont fait déboîter au premier tour l'année dernière, parce que Portland eux on voit bien qu'ils ont pas oublié. Bien sûr. À Portland là c'est clair, ils ont pas oublié, ils ont les boules. Tout à fait, c'est pour ça qu'on va voir la Chesapeake ce que ça va donner. Évidemment quand ils vont rentrer à la casa, les mecs ils vont se ramener avec le couteau entre les dents, du moins c'est ce qu'on attendait. Portland ils vont pas baisser les yeux. Et ils vont pas baisser les yeux bien sûr. Et Lillard, en effet, il fait les deux gros games, mais il y a du pourcentage où ça peut augmenter encore. Hein. Je veux dire, Lillard peut vraiment faire un game monstrueux à OKC et qui suffit pour rentrer à la maison en menant 3-1. Exactement. Faites gaffe, OKC, parce que là, franchement, ça prend une tournure qui rappelle le Jazz. Ça prend une tournure qui rappelle le Jazz, c'est-à-dire qui rappelle le premier tour de l'année dernière. Le premier tour de l'année dernière. Okay. Faites gaffe. Tout à fait. Parce que là, ça peut aller très très vite. Non, je suis d'accord. C'est dommage, t'as donné grave confiance à Kanter, McCollum et Lillard. Et les mecs, c'est pas des demi-basketteurs. Non, c'est des mecs talentueux. Autre série, évidemment, la dernière, c'est entre le Jazz et les Rockets. Donc, alors là, il y en a qu'un de joué. Comme tu le disais, ouais, c'est ça, il y a qu'un seul match de joué. Qui a été archi dominé par Houston. À tous les niveaux. Le système de défense à la Milwaukee n'a pas marché pour le Jazz.
mal appliqué, catastrophique. Là, j'ai pas compris trop vraiment l'idée. En plus, j'ai trouvé que d'une manière générale, au-delà du système défensif pour essayer de contrecarrer Harden, j'ai trouvé que le Jazz, d'une manière générale, a eu beaucoup de mal en défense. C'est-à-dire que ils ont un joueur exceptionnel en face, en ont même deux, parce que Chris Paul fait du taf aussi également, il sait être discret, mais il sait aussi faire les bons choix et faire tourner l'équipe quand il faut. Les mecs arrivent à nourrir PJ Tucker, arrivent à nourrir Clint Capella et tout. Ils foutent vraiment le bazar dans la tête du Jazz au niveau défense. Rudy, il va falloir qu'on en parle. Rudy a eu beaucoup de mal, il a fait ses stats, mais il a eu du mal. Ah non, mais en défense... Et il sait pas comment faire, là. Il sait pas quand il doit aider. C'est trop compliqué, là. Dès qu'ils voient un switch sur Rudy, ils y vont en se frottant les mains. Eric Gordon, drive Rudy Gobert, t'as l'impression sans problème, ce qui est quand même scandaleux par rapport à ce qu'on avait dans la discussion, évidemment, défenseur de l'année, etc. Mais on savait, on l'avait dit que sur une série comme ça, on avait parlé pendant la preview, que ça pouvait être une série qui pouvait être compliquée pour Gobert. En fait, là, le truc, c'est que ce qui est inquiétant, j'allais dire décevant, mais je dirais plutôt inquiétant côté Jazz, c'est que cette sensation qu'on a eue sur le Game 1 où Houston arrive et joue le plan de jeu, on sait qu'ils vont jouer comme ça. Il y a zéro surprise. Non. En plus, Mike D'Antoni, on le sait, des fois ça lui joue des tours. C'est pas le genre du tout à changer quoi que ce soit dans son plan de jeu d'un chouïa. Non, c'est clair. Donc le Jazz peut pas dire qu'il est pas prévenu. Et normalement, ils ont en Quinn Snyder un bon coach qui est capable de faire des ajustements et d'anticiper ce que va lui faire l'adversaire, ok, et des joueurs en plus qui appliquent bien normalement. Oui. Et là, il y a du gars expérimenté, Houston, absolument aucune surprise sur comment ils jouent, et ils ont écrabouillé, ils ont roulé sur le Jazz là sur le premier match. Donc là, le match est ce soir, c'est ça ? Ouais, ce soir, Game 2. Le Jazz a besoin d'énormément de choses pour espérer exister. C'est-à-dire, ils ont besoin, évidemment, de contenir au mieux James Harden, qu'il ait des shoots plus contestés que ça. Ensuite, ils ont besoin de trouver le moyen de passer beaucoup plus au-dessus des écrans pour protéger Rudy au maximum sur les switches. Clairement, hein, ça, moi je comprends pas, la Quinn Snyder, j'ai pas compris. Après, je sais pas si c'est une consigne ou quoi, mais il y a quand même beaucoup de screens où je trouve que les Rubio ou Donovan Mitchell ou Joe Ingles et tout, ils laissent, ils switchent. Non! Là, tu dois vraiment essayer de rouler, de glisser dessus l'écran, je m'en fous. Après, mais genre, tu dois y aller, quoi, pour éviter que ton gros, il se retrouve tout seul. Bien sûr. Après, là, ce qui est cool avec le Jazz, voilà, c'est que c'est une équipe qui ne découvre pas les playoffs. Ils étaient l'année dernière. Non, ils sont intelligents. Quinn Snyder, c'est un bon coach. Donc, il va y avoir de l'ajustement très hâte de voir le match de ce soir. Je pense que les mecs, ils ont pas peur et il y a moyen qu'ils testent, tu vois. Je veux dire, ça y est, le Game 1, il est là, en VHS, en DVD. Ils l'ont regardé, ils ont fait, ok, ça, on peut pas le refaire. Je pense que les gars vont être chauds ce soir. Il peut y avoir aussi un Donovan Mitchell plus performant en attaque. Bien sûr. Donovan Mitchell performant en attaque, c'est un problème pour Houston. Bien sûr. Parce que là, pour le coup, Houston est capable de lui mettre des joueurs un peu dessus, mais ça peut vraiment les emmerder. Non, mais Mitchell, quand il est en feu, voilà. Ça peut les emmerder. Et pareil, évidemment, en attendant, quand ils vont revenir à la Vivint Smart Home, mon cul, Arena de Utah, où là, évidemment, on attend un public de tarés. Bien sûr. Ça, c'est pour les 4 séries. Comme la vidéo de la conférence Est, une petite satisfaction, une petite déception. Alex, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui vous a plu, surtout en termes de joueurs ou de tendance sur la conférence Ouest et ses 4 premières nuits? Qu'est-ce que je prends comme satisfaction? Alex, qu'est-ce que tu nous prends? Je vais pas prendre Lillard, je vais prendre McCollum. Ouais. McCollum, sur les 2 premiers matchs. Comment? Mea culpa? Non, c'est pas un mea culpa, non, pas du tout. C'est une satisfaction parce que le talent de ce joueur est un secret pour personne. Et par contre, on peut critiquer parfois sa régularité, son intensité. Et comme tu le disais tout à l'heure, je trouve que justement, dans le petit trou d'air qu'a connu Lillard au Game 1, notamment, où Lillard démarre à balle son Game 1, on est là, on fait ok, l'autre il va mettre 50 points. Et après, tout d'un coup, Lillard il se met à prendre des pull-ups pourris, des shoots de loin qu'il est capable de mettre, mais qui se finissent en briques là et tout machin. Et c'est à ce moment-là que McCollum, lui, décide de faire jouer son handle, de prendre la balle en main, de jouer des ISO. Quel que soit le joueur adverse, et de foutre Schroeder, Westbrook, Paul George, n'importe qui dans la sauce, nous claquer les flotteurs devant les big men et tout, et en gros de scorer les points dont Portland a besoin. Et ensuite, dans le Game 2, je l'ai trouvé adroit, discret quand il fallait, quand Lillard était en feu, bon sans ballon, avec des cuts qui emmerdent vachement la défense d'OKC, c'est-à-dire qu'il a cette espèce de système de Portland, là, où il part à... C'est pas un système, enfin c'est une cut, je me rappelle plus du nom exact, certains diront banana cut, mais la cut de 45 à 45, là, qui est assez efficace, où il est assez bon en catch and shoot là-dessus, McCollum. Non, je trouve que McCollum, en tant que lieutenant de Lillard,
il fait des efforts défensifs, ça reste faiblard. Il y a pas mal de shoots où il a pas fait le taf, ça rentre pas parce que les mecs ouverts rentrent rien en face. Ça, tant mieux pour lui. Mais il fait quelques efforts et surtout offensivement, je trouve qu'il exploite impeccablement son talent face à cette équipe de Casey. C'est clair. Et Voilà, sur les lignes extérieures, c'était évidemment Lillard aussi, satisfaction, mais j'en avais plein d'autres. Tout à fait. Des Clippers, je sais pas ce que tu prends, toi. Bah si, évidemment. Lou Williams, Montrez, Pat Beverley et Montrezl. Ouais. La paire. les chiens Évidemment. de la Et en fait, casse. à la limite, bon, vous pouvez revoir de toute façon tous les highlights. Ils sont disponibles, que ce soit sur Trash Talk ou sur les réseaux sociaux. On a vu ce qui s'est passé sur ce Game 2 et même sur le Game 1. Et en fait, ce que j'aime vraiment avec ce qu'ils sont en train de montrer, c'est que on est un peu dans une NBA où souvent, quand il y a un gros run comme ça, quand tu tapes les Warriors, quand tu tapes les Rockets, quand il y a moins 20, moins 25, il y a beaucoup de... C'est rare de voir des mecs qui se défoncent encore quand il y a des écarts comme ça. Ça devient de plus en plus rare. On est dans une NBA où il y a pas mal de gars, ils voient le score comme ça, et ça commence à traîner des pieds, ça lâche, etc. C'est rafraîchissant de voir des joueurs de basket qui ne lâchent rien tant qu'il n'y a pas marqué 0-0 sur l'horloge. Et Pat Beverley et Montrezl, c'est dans leur ADN. Les mecs, ils vont jouer comme ça le 25 décembre. Ils vont jouer comme ça l'été avec Tonton et Tata. Et là, ils sont chez les Warriors. Et il lâche rien. Et en fait, je serais pas étonné qu'ils refassent la même à Los Angeles. Et donc, du coup, j'ai envie de les regarder tout le temps jouer là sur la fin de cette série parce que, quel que soit le score, tu sais que les mecs vont jouer à fond. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Il y a plein de joueurs talentueux en NBA, mais ceux qui se défoncent intelligemment. Je suis d'accord. Ils sont tellement en play-off, quoi. Et puis surtout, on voit qu'ils sont vitaux. C'est ça. Et puis, c'est aussi coup de cœur parce que forcément, c'est pas des stars. C'est des soldats, là. C'est des soldats, mais d'avoir une exposition médiatique telle face au double champion en titre, nanana, et que tu puisses avoir des caméras droit dans leur gueule, c'est trop bien. Je suis d'accord. Il va y avoir du gros contrat pour Beverley. Dans un an, il y a Montrezl, formation Châteauroux, qui va aussi prendre un deal quand ça fera que 2 ans à 6 millions là. C'est un bon contrat, j'avoue. Et donc du coup, bah trop bien. Déception. Oh bah alors là, il y a de quoi se servir. Hein. Ouais, il y a de quoi faire. Allez, vas-y, choisis. Il y a du monde niveau déception. Hein. Déception. Ouais, Kevin Durant. Dans l'approche ? Oui. Vas-y, tu te crois quoi ? Tu crois qu'il est fait le repeat déjà ? C'est ça ? Il m'énerve. Il est déjà à New York, c'est ça ? Dans sa tête ? Il n'a déjà plus rien à faire ou allez voir l'interview là qu'il y a eu avec. Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas. Il y en a une avec Iguodala et tout. Et autant j'admire le talent de ce joueur, évidemment, je trouve que c'est un attaquant, un joueur, même j'ai dit attaquant, non même pas. C'est un joueur extrêmement complet qui sait tout faire, qui a des qualités physiques, athlétiques, techniques hors du commun. Autant là, sur ces 2 matchs, oh là mon pote. Au-delà même du fait qu'il soit pas foutu de se débarrasser d'un Beverley, tout ça, bon ok, très bien, ça peut arriver, il se fait surprendre, on va voir. Mais, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a envie de jouer les playoffs, Kevin Durant. J'ai l'impression qu'il a envie d'être avec Joaquin, il a envie d'être en finale NBA. Ouais, c'est ça, voilà. Genre, j'ai pas l'impression qu'il ait compris que c'était un combat de jouer les Clippers. Il me saoule. Il me saoule, d'autant plus qu'à côté, Draymond est en forme, Stephen Curry est extraordinaire sur le premier match. Il y a tout ce qu'il faut pour faire le taf. Pour le boulot, bien sûr. Donc, non, ouais, déception, clairement. Kevin Durant dans son approche, dans son attitude. Après, il va falloir voir évidemment comment il doit se réveiller. Après, Kevin Durant sur les Clippers, Beverley ou pas, Gallinari, ce que tu veux, je m'en fous. Bien sûr. Genre, à tout moment, il peut enfiler les buckets. Hein, mais il doit. Parce que si tu veux préchauffer pour la série avec les Rockets, gros, c'est assez après-demain. Je comprends pas le délire. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, bon, peut-être il est un peu blessé encore ou quoi, j'en sais rien, ça se trouve pas du tout, mais genre, je sais pas, il m'a saoulé. Eh bien, qui dit Westbrook ? Ouais, je te l'ai laissé, c'est bien. Ah bah oui, bah normal. Bah lui, il a intérêt de backup ses propos, là. Là, il a fait une conférence de presse, là, il a intérêt de backup tout ça maintenant. Que le joueur soit bon, pareil, hein. Y a rien à dire. La saison, il a encore en triple-double, tout ça, on est bien. Il est capable de faire la différence sur des pénétrations, au rebond, à la passe. J'arrive doucement à un point où l'attitude commence à me les briser vénère. C'est-à-dire que, comme on en a parlé là tout à l'heure, bon, refuser de répondre aux questions, bon, en soi, c'est juste un truc de con. Une fois, ça arrive, ok, très bien. Dire après le Game 2 que c'est à lui de prendre ses responsabilités, très bien. Pourquoi pas ? Très bien. Il enlève de la pression à Paul George et à d'autres gars comme ça. Et j'espère qu'il va faire le boulot. Par contre,
autant Jrue Holiday a fait la totale à Lillard l'année dernière en playoff, autant ce que Lillard est en train de mettre à Westbrook là, Bien sûr. c'est incroyable. Il peut pas laisser faire ça, Westbrook là. Enfin, je veux dire, il y a un moment, t'as un minimum de. Tu sais, il y a un lui, minimum de Westbrook, fight voilà. et de fierté, quoi. Bien sûr. Je vois Lillard seul se jeter. Lillard, qu'on a toujours considéré comme un joueur qui, certes, pouvait prendre le contact, mais Lillard s'est jeté sur des ballons où habituellement Westbrook met la tête, la première. Il se fait out. Genre, Russell Westbrook qui se fait out hustle. Genre, c'est un truc qui semble Normalement, inconcevable. ça n'existe pas. Et de le voir faire sa célébration là du bébé quand tu perds 1-0 et qu'il y a quasiment égalité dans le premier quart-temps. Quand est-ce que le basket loisir va laisser place à du vrai jeu de mec OKC qui est oui va laisser place à du vrai jeu où le mec est depuis 10 ans NBA que on peut dire ce qu'on veut mais ça fait 3 semaines depuis la blessure de Nurkic qu'on dit qui va prendre Portland. Là ils les ont. On a dit la voie royale du Thunder pour aller potentiellement en demi-finale ou en finale de conférence. T'évites Rockets, C'est les Rockets, c'est Warriors, t'as Denver, peut-être ou San Antonio en demi-finale. Genre tout est aligné. On a dit ça y est, c'est pour Westbrook. Et les 2 premiers matchs, tu chies dans la colle. Non, je veux bien Paul George, il a mal à l'épaule et puis certains vont me dire il n'y a pas André Robertson, ouais, enfin ça fait 1 an et demi. Là Westbrook ne fait juste pas le taf. Je suis d'accord. Il ne fait pas le boulot. Je suis d'accord. Quand il faisait un peu moins le boulot, Paul George était là. Paul George n'est pas là, c'est à lui de répondre. Et je trouve qu'il répond pas. Donc voilà, moi ça me travaille parce que pour le coup, Kelly, je pense qu'il peut changer ça, mais putain, à la Chesapeake là, si vraiment il change pas d'attitude Westbrook, globale, il peut changer ça aussi, attends, par contre. il est capable de. Je dis pas qu'il est incapable, je dis simplement que là, comme tu as dit tout à l'heure, si tu prends Portland de haut, mais fais gaffe à ton La cul, grosse quoi. différence, c'est qu'il y en a un qui est mené 2-0 face à une équipe qui joue beaucoup mieux que lui, alors que l'autre, KD, il est à 1 partout, 1-1 et il est que- dans la meilleure des 2 équipes, faut pas exagérer quand Ouais, même. bien tu sûr, vois. bien sûr. Donc c'est une grosse différence. Mais Westbrook va falloir vraiment se réveiller là. parce Westbrook, que il a plus beaucoup de temps en fait pour nous prouver là. C'est ça. Ça peut vite filer cette affaire. Et on est bien d'accord que si OKC se montre incapable de proposer un niveau de jeu correct et finit par se faire sortir sèchement par les Blazers, attention, On va avoir des claques, mec. c'est normal. Ça va être Ça sera compliqué d'en normal. vouloir à d'autres personnes. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu pour le bilan de la conférence Ouais. Ouest. Ma foi, on a fait 4 premières Et nuits. ça démarre bien ces petits playoffs par contre. Et ça, c'est cool. C'est que les playoffs, Ouais. putain, on était là, les Putain. demi-finales, on va se régaler dès le premier round. Premier round, bah, trop Dès bien. le premier round, on a des bêtes de Merci trucs. Magic, merci les Nets, merci les Clippers. Tout à fait. Merci Merci. Magic Johnson, même Ouais. d'ailleurs. Puisque tu disais merci Magic. Merci tout le monde. Merci Luke Walton, le nouveau coach des Kings. Tout à fait. Euh, On en parlera ça dans un apéro, un de ces 4. On fera un petit spécial Kings, mais on Tout à va fait. attendre un peu. On va attendre Pour un l'instant, petit peu. l'actu, c'est vraiment les playoffs. Exactement. 2 petits messages juste pour finir. Déjà, la première, c'est une dédicace à un copain. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Festi-Farmer, monsieur Icopank, qui nous fait des montages, des petits montages en ce moment. C'était juste pour lui faire la bise. Allez voir, c'est absolument génial. Il fait du YouTube Poop. On a ça aussi. Ah oui, c'est On a vrai. reçu ça aussi de la part d'un gentil copain qui s'appelle Théophile, si Oui. je dis pas de bêtises. Tout à fait. Eh ben c'est mignon, ça fait plaisir. Grave. Ça va finir dans le décor, ça. Ça va finir dans le décor. C'est vrai qu'en plus, Hawks Suns, quand on parle de playoffs, c'est Ah bah ouais, c'est nickel. c'est très pertinent. C'est C'est pour ça 2 qu'on l'a mis dans saisons. le décor. C'est 2 saisons. Non, évidemment, plein de bisous à tous les copains de la communauté et les copines qui nous envoient plein de messages. Et puis, surtout, une petite annonce demain, normalement, sur la chaîne de Trash Talk. C'est pas une incroyable annonce, hein, calmez-vous. Ah, tranquille. Mais demain, sur la chaîne de Trash Talk, va sortir une vidéo. Vous avez peut-être vu, notamment, un résumé sur les réseaux sociaux de la Fnac. On avait fait un jeu concours sur la boîte de jeu Trash Talk. Ouais. Il y avait une petite vidéo récap de 4-5 minutes faite par Léonce. Eh bien, on va mettre la version longue. On fait péter la version longue, puisqu'en plus, c'est une partie que nous avons gagnée Non, comment après avoir perdu la première. Mais comment est-ce qu'il Et nous, qu'est-ce qu'on fait? tu fais On du diffuse. spoiler. Oui, mais non, mais regarde. Vas-y. Non, parce que je veux faire. Je Oui, fais tu du veux faire spoiler, mea culpa pour le. mais en fait, je veux juste dire. Sachez-le, vous On ne a le perdu verrez- une partie. vous ne le verrez pas en vidéo parce que nous sommes extrêmement mauvais joueurs et de mauvaise foi, mais nous avons perdu la première. On a perdu, exactement. Non, mais c'est bien, j'avoue, il fallait le dire. Tu vois, il fallait le dire. fallait le dire. Donc ça sortira demain, c'est le petit jeu concours avec Marabout et la Fnac. On vous fait plein de bisous, on vous souhaite encore une très belle soirée de playoff et on se retrouve très vite pour un nouveau bilan. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao. Ciao.